Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un tuto sur l'enregistrement des trajets vélo. Alors je vais vous parler du côté légal, matériel, configuration, édition et publication. Je vois de plus en plus de vélotaffeurs et de personnes qui se mettent au vélo et beaucoup souhaitent commencer à enregistrer leur trajet et ils savent pas vraiment par où commencer. Donc je vais faire cette vidéo pour partager mon expérience, ce que j'ai appris de manière empirique en faisant des recherches et des erreurs. Ça vous permettra d'éviter de perdre pas mal de temps. Alors pour le côté légal, il est important de répondre à la question pourquoi vous enregistrez vos trajets. Si vous souhaitez garder les images pour vous, votre famille, et vous ne les publierez pas sur internet, alors il n'y a rien de spécial à faire, vous êtes en totale légalité et vous pouvez directement passer au chapitre suivant. Mon choix pour filmer mes trajets découle de mon expérience personnelle. C'est suite à un accident avec délit de fuite où j'ai pas pu relever la plaque et où j'ai eu beaucoup de dégâts matériels sur vélo que j'ai décidé de enregistrer systématiquement tous mes trajets. Avoir une caméra, ça permettra au moins d'enregistrer la couleur du véhicule, des descriptions à propos du chauffeur, la plaque et toute autre information qui permettra de le retrouver. Alors par la suite, la caméra m'a aussi permis d'améliorer ma conduite et mon comportement, car en voyant les images, on va corriger ses erreurs. C'est quelque chose que j'avais pas anticipé au début, et c'est vrai que c'est très agréable par la suite de voir qu'on améliore tout ce genre de choses. Donc si vous souhaitez diffuser les images sur internet, sachez que vous êtes exposé à la justice, et qu'il y a plusieurs choses à éviter. Il faut dans un premier temps pas que votre sujet, le sujet de votre vidéo, ne soit reconnaissable ou la plaque soit reconnaissable. Vous devez donc les flouter. Cela pour empêcher la justice populaire, c'est-à-dire les citoyens de faire justice eux-mêmes en retrouvant la personne et donc potentiellement de la lyncher, parce que sinon vous serez responsable de ce lynchage. Pour cela, il est donc recommandé de passer par les voies légales et donc la police. Je vous laisse tout en description. Néanmoins, si vous souhaitez utiliser vos images dans le cadre d'un accident, sachez que dans un premier temps, vous êtes l'auteur de la dashcam et considéré comme responsable du traitement et vous devez informer l'autre partie de l'existence des images et lui communiquer au plus vite via son assureur ou la police. Au plus vite pour éviter toute manipulation de votre part des images. Sinon, elles seraient irrecevables. Ensuite, il est bon de savoir que la dashcam est pratiquement refusée systématiquement au civil, mais c'est accepté au pénal. Au civil, votre preuve peut être rejetée car considérée déloyale. Car au moment de l'enregistrement, vous êtes conscient qu'il y a une caméra, mais pas forcément l'autre partie, et donc potentiellement amener l'autre partie à effectuer quelque chose qui l'incriminera davantage. Ce que vous n'auriez peut-être pas fait sans la caméra. A contrario, tous les modes de preuve sont admis devant la juridiction pénale. Quand bien même la preuve aurait été obtenue de manière illicite, il appartiendra seulement au juge d'apprécier la valeur probante. Enfin, en tant que victime directe d'un accident de la route, vous pouvez choisir d'agir en tant que civil ou pénal lorsque le responsable de l'accident a commis une infraction. Donc, si vous avez une dashcam qui permettrait d'ajouter un plus à l'affaire, amenez ça plutôt au pénal. Et j'espère sincèrement que ça ne vous arrivera jamais. Maintenant qu'on a passé tout le côté pénal, d'ailleurs vous pouvez retrouver absolument toutes les sources en description, je tiens à vous préciser que je ne vous recommande pas d'utiliser la caméra comme une arme dissuasive, même si vous vous sentez menacé. Préférez agir normalement, car si vous montrez la caméra et qu'il est déjà trop tard, votre agresseur tentera d'effacer la preuve. Montrez-la avant que le ton monte. N'hésitez pas à utiliser des témoins autour de vous, ça je l'explique dans l'autre vidéo sur mon accident. Et dans le pire des cas, la police. Alors maintenant qu'on a passé toute la partie, pas très rigolote, mais quand même assez importante à savoir sur l'enregistrement vidéo, on va pouvoir passer au matériel. Alors il y a plusieurs questions qui se posent ici sur le choix de votre matériel, c'est comment vous souhaitez enregistrer vos trajets. Il y a plusieurs méthodes, soit vous utilisez la caméra sur le guidon, sur le cadre, sur le casque ou sur le buste. Après, libre à vous de trouver un autre endroit. Alors si vous choisissez sur le cadre, il va falloir trouver une solution pour cacher les freins, le frein avant qui passera souvent devant la caméra parce que vous ne pourrez la fixer qu'au niveau de la fourche. Si vous choisissez de le mettre sur le casque, parce que je ne vous recommande pas forcément par des soucis d'intégrité au niveau du casque en cas de chute, optez pour une caméra 360 pour avoir une très bonne stabilité, parce que ça va bouger là-haut. Pour le buste, il y a beaucoup de chocs qui vont être absorbés par votre corps, donc il n'y aura pas beaucoup de mouvement, mais par contre, au niveau du pédalage, ça sera vraiment visible, donc il faudra le corriger en post-prod plus tard.
ou utiliser une bonne caméra pour la stabilité. Moi j'ai choisi de le mettre au niveau du guidon, donc je l'ai mis le plus au centre possible pour éviter le guidonnage. Alors pour mon matériel, j'ai récemment eu une GoPro 7 Black que j'ai donc mise à l'avant et j'en ai profité pour remettre mon ancienne, la GoPro 3 Hero, à l'arrière. Je vous mets des petites images pour voir à quoi ressemble l'avant et l'arrière. Et un petit tableau donc récap de l'ensemble du matériel au niveau des supports, cadres, lentilles, batterie, SSD, boîtier, etc. Ça fait à peu près un total de 600 €. Alors les batteries c'est pas indispensable mais ça vous permet vraiment d'augmenter le temps de capture à peu près 2 heures si vous prenez comme moi 2 batteries plus la batterie d'origine. Parce que chaque batterie pleine charge dure à peu près 45 minutes. Alors je n'ai pas mis le casque dans le matériel parce que libre à vous de commenter ou non vos vidéos. Pour moi j'utilise l'Arctic Pro de SteelSeries. J'avais pas prévu à la base de l'utiliser pour ça, plus pour le jeu vidéo, mais il fait très bien le taf. Au niveau de la configuration, moi je suis sur du 1080p en 50 images par seconde. Alors je changerai peut-être à l'avenir, je ne sais pas encore. Pour l'instant ça me suffit. Alors 50 images par seconde c'est le format PAL, c'est-à-dire le format européen. Vous avez aussi le format NTSC qui permet d'enregistrer à 30 et 60 images par seconde. La différence se fait au niveau du scintillement des lumières, c'est-à-dire que si vous enregistrez une vidéo en 60 fps et que vous êtes arrêté un feu, vous verrez le feu clignoter. Alors que si vous êtes en 50 images par seconde, il restera fixe. Et ce phénomène se passe sur la plupart des lumières, notamment en intérieur. Donc si vous êtes en Europe, préférez le format PAL. Alors maintenant qu'on a passé l'étape de l'enregistrement, on va arriver au montage. Mais avant le montage, il y a donc le stockage de toutes vos données. Alors ce que je fais, c'est qu'à la fin d'un trajet, j'extrais absolument toutes les images vers mon disque dur. S'il y a des parties courtes et qui sont intéressantes, je les extrais directement avec le système d'enregistrement VLC. Si c'est des parties plus longues, je les garde de côté, comme par exemple le Vélopolitain, et je les éditerai avec le logiciel VSDC. Et j'avoue que moi je suis très économe, ça me prend moins de 200 Go sur le disque dur, 300 voire 400 maximum avec tous les exports du Vélopolitain. C'est ce qui est le plus consommateur d'espace sur mon disque. Et au niveau de l'ordinateur, j'ai quelque chose de correct avec 16 Go de RAM et un Intel i5 7600K qui tourne à 3,79 GHz. Qui était prévu initialement pour faire du jeu vidéo mais qui fonctionne très bien dans le montage vidéo également. Et donc les logiciels dont je parle, c'est des logiciels compatibles avec un OS Windows. Alors pour être économe au niveau du stockage, comme vous pouvez voir au niveau des dossiers, j'ai déjà des compiles qui sont un petit peu préparés, des extraits qui sont isolés. Donc si je clique sur un dossier, à l'intérieur, j'ai aussi nommé chacun de mes extraits vidéo. Et ça fait gagner énormément de temps quand vous souhaitez retrouver un extrait. Vous avez juste à marquer le fait marquant de la vidéo. Donc vraiment l'astuce c'est de traiter toutes vos vidéos et de les couper en petits extraits que vous souhaitez sauvegarder. Ne gardez pas toute la vidéo elle-même, sauf si vous souhaitez faire un daily ops ou parler d'un trajet en particulier. Alors pour les vidéos complètes comme le Vélopolitain, je vais parler un petit peu du montage, parce que le Vélopolitain c'est les vidéos sur lesquelles je passe le plus de temps. Donc dans un premier temps, je vais passer sur tout ce qui est infrastructure, c'est-à-dire que je vais rajouter toutes les petites images qui sont de couleur pour indiquer si c'est de la bande cyclable, si c'est de la voie bus partagée, si c'est des pauses. Ensuite, je vais indiquer les différents noms de rue, la place des correspondances, mettre en place le petit vélo qui se déplace et par-dessus rajouter les commentaires, éditer les commentaires et enfin faire la publication. Alors pour ça, comme je l'ai dit avant, j'utilise le logiciel VSDC qui est vraiment très pratique et qui permet aussi de faire plein d'autres choses, qui est gratuit. Donc pareil, je le mets en description. Pour le son, j'utilise Audacity qui permet de facilement éditer le son et de l'exporter pour le rajouter dans les vidéos. Donc pour ça, j'exporte par exemple en FLAC que je remets dans une vidéo que j'édite avec VSDC. Enfin pour tout ce qui est l'édition des images, j'utilise Photoshop. Et pour le floutage, je vais soit utiliser VSDC qui est un système de tracking qui est vraiment bien foutu, ou c'est pas très important, vous pourrez le faire en post-prod sur YouTube, il y a un très bon outil qui permet de le faire. Mais effectivement, si vous diffusez ça sur une plateforme qui n'a pas cet outil d'édition après publication, préférez le faire donc en post-prod. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de choisir votre plateforme sur laquelle vous allez publier votre média. Alors ça peut être YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Vimeo, TikTok ou même Dailymotion. Il va falloir savoir quel format est attendu sur la plateforme.
aussi bien au niveau des spectateurs qu'au niveau de la résolution, de la fréquence d'image et du codec. Alors pour ça, moi j'utilise encore une fois VSDC qui me permet de choisir toutes ces informations au niveau de l'export. Et c'est une information que vous devrez prendre en compte par rapport à la plateforme sur laquelle vous préférez partager, parce que le format d'enregistrement dépend beaucoup du format d'export. Et voilà, on a déjà fait le tour de tout ce qui vous sera nécessaire pour vous lancer dans la vidéo. Si vous avez encore des questions ou s'il y a des sujets que j'ai complètement oubliés, n'hésitez pas à les préciser en commentaire. J'y répondrai ou je pourrais mettre une autre vidéo complémentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne route!